commencer un peu l'histoire du petit Léo. Et ce petit garçon est adressé pour des pnéumopathies récidivantes de la base droite. Donc, il est né de parents non consanguins. C'est le troisième enfant, avec deux sœurs aînées bien portantes. Dans la famille, on n'a rien retrouvé. Naissance à terme, pas de détresse, il est en maternelle. Et là, lui, il a la chance. Personne ne fume. Et il n'y a pas d'animaux à la maison. Mais depuis l'âge de 2 mois, les parents vous disent qu'il fait des épisodes d'encombrement bronchique avec une bonne toux grasse, que les antibiotiques marchent sur la toux, une première pneumopathie du lobe inférieur droit à 5 mois pour laquelle il a été hospitalisé, une deuxième pneumopathie du lobe inférieur droit à 2 ans pour laquelle il a également été hospitalisé, et puis que, en dehors de ces épisodes, il a une toux occasionnelle, une toux à l'effort, pas de dyspnée, pas de limitation des activités. Il a eu X radios et la non-normalisation des radios fait adresser l'enfant en consultation. Donc, un enfant encombré qui a fait des épisodes de pneumopathie aiguë. Donc, 4 ans, 17 kg, 1,5 m, tension normale, fréquence à 20, saturation normale, pas d'hypocratisme, murmure vasiculaire symétrique, quelques râles bronchiques à la base droite, pas de foie, pas de rate, gorge propre, tympans normaux. Nous retombons sur notre petite liste. Est-ce qu'à partir de l'histoire clinique, là où il arrive en consultation, vous le voyez, il débarque. Est-ce que vous avez, avec les éléments de l'interrogatoire, de la consultation et de l'examen clinique, une petite orientation? On a l'impression que sur la radio, ça atteint plus qu'un seul lobe. Alors, cela étant, on peut avoir un corps étranger dans le tronc intermédiaire qui va vous bousiller le lobe moyen et le lobe inférieur. Il n'avale pas de travers de façon connue, mais il pourrait avoir une fistule, une petite fistule oesotrachiale qui fait qu'il s'encombre en permanence. Mais bon, là, dans l'interrogatoire, on n'a pas la notion que dès qu'il mange, il tousse. Les parents disent quand même qu'il est encombré régulièrement. Il a fait des épisodes d'infection aiguë qualifiés de pneumopathie avec une hospitalisation, mais entre-temps, il est quand même encombré un peu chronique. Vous allez lui faire un certain nombre d'examens, j'imagine. Vous allez faire 2 types d'examens. Des examens pour évaluer un peu le retentissement, l'importance, puis des examens pour regarder l'étiologie. Alors, les premières explorations, quand même, des petites choses qu'il ne faut pas oublier. Parce que si cet enfant crache, tout se crache, peut peut-être récupérer un germe. Bon. En tout cas, fibro, scan, ça paraît indispensable. Et puis, il y a des explorations dans ce bilan-là, qui seront éventuellement à discuter, enfin, on ne va pas forcément tout faire. Ça peut être un bilan, je dirais, par étapes. Peut-être qu'on aura la solution très vite, peut-être qu'il faudra aller plus loin. Si par exemple c'est un déficit immunitaire, on peut avoir la réponse assez rapidement. Si on pense qu'il a une dyskinésie ciliaire, le temps qu'on ait les résultats, il y aura 6 mois. Enfin, oui, donc le problème ne sera pas le même. Mais il a 4 ans. S'il est intelligent, il peut faire une métacholine. Là, c'est une erreur, ce n'est pas une eau bronchique, ce serait une eau nasale. Il faut lire. Mais 4 ans, c'est limite pour faire une mesure de NO nasale, et puis il faut avoir le matériel. Test cutané peut être fait. IgE total aussi. Test de la sueur, avec les mêmes discussions qu'on a eues tout à l'heure. pH-métrie. Bilan pancréatique, si on pense qu'il y a une arrière-pensée de malabsorption de mucoviscidose. Biopsie ciliaire, dosage des immunoglobulines. Alors, normalement, quand on a une pathologie qui est importante, on ne se contente pas de faire qu'un dosage de IgG, IgA, IgM. On fait souvent les sous-classes après 2 ans et les sérologies vaccinales. Normalement,
Et puis, si on a une inquiétude, ben, il faut compléter le bilan immunitaire avec les sous-populations lymphocytaires. Alors, voilà le scanner de cet enfant. Donc, quelques coupes. Alors là, on est donc au niveau de la carène, et puis là, on descend. Ben, vous voyez que bon, il y a déjà ce lobe moyen qui n'est pas dans un état très, très brillant, hein, avec des opacités, des zones rétractées avec des DDB dedans. On a un lobe inférieur avec des opacités un petit peu alvéolaires, mais également à gauche, hein, et qui avait des... Voilà, à gauche, il y a également des opacités. Et si on regarde sur les coupes, vous avez là, c'est à droite, vous avez donc une partie de lobe moyen, un peu du lobe inférieur, et du lobe inférieur gauche, sur les coupes coronales, sagittales, droite, enfin côté droit et côté gauche. On a scanographiquement une pathologie bilatérale. Donc on continue les examens, on fait l'endoscopie, et là, on est dans la trachée, donc il y a du pus. Hein. Au moins il respire, hein, ça se voit. Donc il y a du pus, là on est à gauche, puis à droite. Et donc tout ça, c'est inflammatoire. 4 ans. Une grosse inflammation, des sécrétions purulentes qui sont bilatérales. Donc là, on réduit un peu le champ de nos hypothèses. Hein. Mais point de corps étranger. En fait, c'est une inflammation trachéobronchique importante avec des sécrétions purulentes. Les DDB, et puis, vous voyez, il y a 10 puissance 5 Haemophilus influenzae. Donc, c'est des sécrétions purulentes bactériennes. La consultation ORL retrouve également des grosses VG avec un jetage postérieur. Donc, en fait, il est infecté de haut en bas, hein, sur le plan respiratoire. Alors, d'abord, on peut éliminer tout ce qui serait obstacle local ou cause locale. D'abord, anomalie des arcs aortiques, ce n'est pas ça, parce qu'on n'a pas d'empreinte sur la trachée. L'asthme, ce serait un asthme. Hein. La carence martiale. Hein. Le corps étranger, on peut le supprimer. Déficit immunitaire, on ne peut pas le supprimer. DDB idiopathique, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas l'exclure non plus. Dyskinésie ciliaire, on ne peut pas l'exclure non plus. Par contre, la malformation, oui. Non. Mucoviscidose, oui, on ne peut pas l'exclure. Pathologie d'inhalation, on n'a pas vu de fistule. Non. OK. Et cet enfant, les parents ne racontent pas des troubles de déglutition. Donc on peut, hein. La séquelle grave, le reflux, c'est un peu sévère quand même hein, pour être un reflux. La séquelle grave de virose, peut-être. Why not? Mais non, c'est le bas, normalement, la séquelle grave de virose. Ils n'ont pas d'infection ORL associée et ils ont rarement autant de pus quand même. Hein. La tumeur endobronchique, il n'y en a pas. Et la trachéomalacie, on a vu que cette trachée n'était pas aplatie. Donc il nous reste le déficit immunitaire, la DDB, la dyskinésie ciliaire et la muco. Alors la muco, il y a eu le dépistage de la naissance, il n'y a pas. Donc il faudrait tomber malheureusement dans les 5%, ce serait ballot. Mais bon, c'est vrai. Alors, pour la dyskinésie ciliaire, il y a l'atteinte ORL de jetage, il y a l'encombrement, on verra dans une observation de dyskinésie ciliaire que c'est très polymorphe et que certains enfants sont peu malades et d'autres ont des manifestations respiratoires et des DDB très précoces. Lui, il n'a jamais fait d'otite séromuqueuse. Il a fait des otites moyennes aiguës. Et les dyskinésies ciliaires sont des otites moyennes séreuses qu'ils font, donc ils n'entendent pas bien. Ils ne font pas des otites purulentes aiguës. Lui, il fait des otites moyennes aiguës. Donc il nous reste la DDB idiopathique, mais je ne sais pas ce que veut dire DDB idiopathique, je l'ai mis comme ça, mais... ou le déficit immunitaire. Et en fait, cet enfant
a un déficit immunitaire. Il avait une hyperactivité bronchique quand même. Hein. Enfin bon, c'est pas spécifique. Le NO-nasal, 47. Alors, le NO-nasal, dans les dyskinésies ciliaires, il est à 10, 12. Chez le sujet strictement normal, il est à 100. Puis il y a des choix intermédiaires. Donc là, on a dit intermédiaire bas, test cutané négatif, IgE 10, test de la sueur normal, pH-métrie limite, hein, puisque la barre c'est 4%. Mais on a rarement vu on n'a jamais vu même des reflux avec 5% de temps de pH inférieur à 4 donner des pathologies aussi lourdes. Bien en comparatif, ça n'a pas été fait. Biopsie ciliaire, c'est en dessous ce qu'il faut. Ah, c'est raté. IgG et IgM, moins de 0,08 d'IgG. IgA inférieur à 0,15, IgM inférieur à 0,10. Sérologie vaccinale, désolé, il y a un petit décalage. Tétanos, diphtérie, hémophilus influenzae non protégés. D'accord. Et immunité lymphopénie B profonde. Garçon qui n'a pas d'immunoglobuline et pas de lymphocyte B. Ça s'appelle une agamma-globulinémie de Bruton. Ah, Monsieur Bruton, je me disais bien que j'avais entendu parler un jour de Bruton. C'est le plus fréquent des déficits immunitaires humoraux. Après le déficit en IgA, qui n'est pas vraiment d'un déficit. Donc cet enfant, en fait, a un déficit de l'immunité humorale, il ne fait pas d'immunoglobuline parce qu'il n'a pas de lymphocyte B. Et c'est une maladie récessive liée au sexe. Donc c'est les petits gars. Qu'est-ce que vous lui proposeriez à ce petit bonhomme comme traitement? Antibiothérapie à la demande selon la clinique et les antibiogrammes des CBC. Antibiothérapie continue alterne. Alors, ça dépend des équipes. Nous, quand on fait une antibiothérapie alterne, maintenant, on fait 15 jours Bactrim, 15 jours Amox ou 15 jours ou Augmentin. Il y a d'autres équipes qui font Aurelox, Bactrim, Amox, 10 jours, 10 jours, 10 jours. Ou alors ils remplacent l'Aurelox par macrolide. Enfin bon, il y a plein de choses possibles. Mais, azithromycine 3 fois par semaine. Ça se discute aussi. On en reparlera de l'azithromycine, mais l'azithromycine est utilisée comme anti-inflammatoire. Bactrim préventif. Enlever les VG. Faire de la kiné. Seulement. La kiné en plus des traitements médicaux. Une perfusion d'hémoglobine toutes les 3 semaines. Ou toutes les 6 semaines. On lui enlève le lobe moyen, le lobe inférieur droit, puis le lobe inférieur gauche, et puis petit traitement ORL, et une petite corticothérapie inhalée, parce que je vous rappelle que cet enfant a, très inflammatoire, mais c'est plus de l'infection, mais il a une hyperactivité bronchique. Hein. Avec nos immunologistes, c'est, on commence par l'antibiothérapie continue alterne, dans un premier temps, pour essayer de contrôler, parce que le temps qu'on lui donne ses immunoglobulines, qu'il arrive à refaire un petit peu ses moyens de défense. Le Bactrim, je vous ai expliqué pourquoi, c'est parce que pour la prévention des infections opportunistes. La kinésithérapie respiratoire, c'est clair. Les immunoglobulines, les soins ARL. Au bout d'un an, donc, il va, vous voyez, les parents sont quand même contents parce qu'effectivement, il est beaucoup moins encombré. Pas de nouvelles épisodes de surinfection, donc c'est mieux. Et puis, quand même, il garde une toux productive, tous toujours, et son musculation est normale. Qu'est-ce que vous lui feriez comme contrôle d'examen? Voilà son scanner au bout d'un an. C'est mieux. Hein? Alors, il a un peu ratatiné son lobe moyen, là. Il va finir par l'exclure complètement, donc c'est une bonne chose.
il garde encore des petites zones. Le moyen, il est là, hein, la petite partie ratatinée, mais enfin, bon, il garde encore des petites zones comme ça dans son lobe inférieur. Et puis il y a quelques images en mosaïque. Et qu'est-ce qu'on va lui faire d'autre? Alors, tout ça. Fibronon. CBC, oui. C'est mieux, puisque avant on avait un hémophilus à 10 puissance 5. Là, on a une flore variée sans prédominance. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire avant ou après? Trop tard. Lui faire un dosage juste avant la perfusion d'immunoglobulines. Et l'objectif, c'est d'arriver à au moins 10. Donc lui, vous voyez, il est un tout petit peu en dessous. Hein. Avant, on disait que c'était 7-8 la limite. Maintenant, les immunologistes disent qu'il faut arriver le plus haut possible. C'est 10 là-bas. Donc, un dosage des immunoglobulines avant sa perfusion d'immunoglobulines et les EFR qui vont montrer que là, il est plus obstrué. Et ça va bien. Donc ça, c'est au bout d'un an. Et donc, qu'est-ce que vous allez proposer comme poursuite de la prise en charge? Ben, finalement, on ne va pas changer grand-chose au départ. On peut avoir la discussion sur l'antibiothérapie. Là, dans ce cas-là, vu l'importance des lésions, même si elles étaient améliorées au scanner, il avait été décidé de poursuivre encore l'antibiothérapie alterne. Donc finalement, on n'avait pas changé grand-chose à la poursuite du traitement au bout d'un an, estimant qu'on était peut-être trop près de la prise en charge. Mais vous voyez que l'antibiothérapie alterne a été arrêtée au bout de 2 ans, donc il y a eu 2 ans en tout. Pas de surinfection, il fait du foot sans être gêné, donc là il a 8 ans à ce moment-là, croissance normale. Bon, il garde quand même des symptômes de DDB, puisqu'il a... Alors les scanners basse dose, c'est quand même, ça nous a transformé la vie pour nous, parce qu'avant on hésitait à répéter les scans. Et maintenant ils arrivent à ce qu'un scanner basse dose, c'est à peu près 5 radios, et une ultra basse dose, c'est l'équivalent d'une radio. Donc c'est quand même beaucoup moins irradiant. Mais il faut savoir que plus vous allez faire des basses doses, plus la définition sera mauvaise. Donc il faut trouver un juste milieu entre ce qui est interprétable et ce qui n'est pas interprétable. Là, vous voyez, l'intérêt, c'était de dire que finalement, il n'était pas tellement purulent, que c'était clair, que son lobe moyen qui était ratatiné, écoutez, il était finalement perméable, il n'y avait pas d'obstruction complète. Le dosage des immunoglobulines, ça c'est important parce qu'il faut adapter les doses de façon à arriver à avoir des taux suffisants. Et les effets étaient normaux. Donc finalement, cet enfant, on a pu confirmer qu'il était vraiment mieux. Et on n'a pas repris l'antibiothérapie continue, on l'a fait l'antibiothérapie à la demande. Bruton, que voici, que voilà. Ah bah oui, vous avez bien la tête, et l'habit. Vous voyez que bon, c'est pas fréquent du tout, mais c'est donc récessif lié au sexe, et que c'est des infections des voies aériennes supérieures, et vous voyez, dans les 2 tiers des cas, ils font des pneumopathies, mais ils font également des infections gastro-intestinales, et puis de temps en temps des méningoencéphalites. Donc c'est un point d'appel, et c'est pour ça qu'un enfant qui fait des infections respiratoires basses, un peu purulentes, avec des DDB qui ne sont pas localisés, il faut faire un dosage des immunoglobulines. Ça c'est clair, il faut faire un dosage des immunoglobulines. Et puis vous voyez, il n'y a pas de... Normalement, il aurait dû avoir de base, si ces lymphocytes fonctionnaient bien, il aurait dû au moins 8-10 grammes d'IgG. Et là, il en avait moins de 1. Donc,
habituellement, ils ont leurs immunoglobulines. Alors, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était que par voie intraveineuse. Donc, c'est-à-dire qu'ils venaient à l'hôpital faire leur perfusion d'immunoglobulines. Maintenant, soit on commence IV, on continue par voie sous-cutanée, soit on peut même commencer par la voie sous-cutanée, mais c'est toutes les semaines. Et l'objectif, donc, c'est d'avoir des bons résiduels. L'antibiothérapie, donc, c'est la prévention par le Bactrim des infections à pneumocystis. Et l'alternance, alors c'est soit Amox Bactrim, soit Amox Augmentin Bactrim, ou à la demande en fonction des ECBC qu'on peut faire. Alors c'est vrai que quand ils sont très infectés au début, on préfère les mettre à plat avec une bonne antibiothérapie continue alterne. Puis quand ça va mieux, on peut essayer de passer une antibiothérapie alternée, à la demande, plus exactement. Donc la kiné, et vous avez vu que ces enfants, infection ORL, vous voyez, c'est quand même entre 60 et 70% des enfants qui ont des symptômes ORL, et donc ça, il faut les prendre en charge. Il faut rechercher quand ils pensaient, ça c'est une diapositive que j'ai piquée à Capucine Picard, soit des antécédents avec décès en bas âge, une consanguinité, des affections à germes particuliers. Faire une infection à pneumocystis chez l'enfant, c'est quand même totalement anormal. Quand ce n'est pas localisé que à l'ORL ou pulmonaire, mais infection osseuse digestive, des autres symptômes. Puis vous voyez l'atteinte bilatérale en DDB. La lymphopénie, la neutropénie. Est-ce qu'il existe un thymus? Alors c'est une question qui est un peu, faut prendre à la limite à l'envers. C'est-à-dire quand on voit le thymus, on sait que ça va bien, mais quand il n'y a pas de thymus, ça ne veut pas dire qu'il a un déficit immunitaire. Le bilan, donc l'ANUM, les IgG et IgM, donc bien marqué après 6 mois parce qu'il y a le creux physiologique des IgG. Les sous-classes avant 2 ans, ça n'a aucun intérêt, donc il n'y a pas de norme, donc c'est après 2 ans. Les anticorps post-vaccination, alors généralement ce qu'on peut faire, si on a un taux bas, c'est qu'on vaccine et on regarde 1 mois après si les taux montent. Et puis donc les sous-populations lymphocytaires, savoir si c'est uniquement une lymphopénie B ou si c'est associé. Et qu'est-ce qu'on cherche? En gros, donc, soit l'immunité humorale, soit l'immunité cellulaire, déficit de la phagocytose, déficit en complément, ça c'est exceptionnel. Et dans les déficits d'immunité humorale, le premier, donc, c'est la gamma-globulinémie de Bruton, qui est donc, celle qui est liée au sexe, mais, dont on connaît le gène, mais on sait maintenant qu'il existe d'autres déficits humoraux qui peuvent toucher la fille, comme le garçon. Alors, vous avez les déficits communs, ce qu'on appelle des déficits immunitaires communs variables, ou les déficits en sous-classe, mais qui sont assez exceptionnels, mais avec les progrès de la biologie moléculaire, on peut les identifier. Les déficits cellulaires, c'est des déficits combinés sévères, le défaut d'expression. Donc, vous connaissez le syndrome de Di-George? C'est des enfants qui ont une tête de Pierre Robin, qui n'ont pas de thymus, qui ont un déficit lymphocytaire. Le syndrome de Wiskott-Aldrich. Et puis ça touche moins... Enfin, ça ne donne pas des infections de type suppuration pulmonaire standard, parce que les maladies comme les granulomatoseptiques, c'est des infections à candida essentiellement, c'est des déficits de la phagocytose. Quant au complément, c'est absolument exceptionnel. Donc c'est vraiment le débrouillage, c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut faire un dosage des immunoglobulines chez les enfants qui ont une pathologie bilatérale.